Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Retailleau. Vous êtes, monsieur le sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat évidemment à la région des Pays de la Loire. Ma première question, monsieur le président, bonjour, s'adresse d'abord au président du groupe Les Républicains, l'homme politique national que vous êtes. L'état d'esprit de l'opinion en ce moment, on sent un ras-le-bol. Beaucoup d'observateurs disent que la mèche est sur le point d'exploser. Les Français sont dans des attentes très rapides de réforme. Évidemment, vous avez un gouvernement, vous avez un président de la République qui a pensé, il y a 3 ans, que le sarkozysme, l'anti-sarkozysme, c'était un projet, c'était une vision. En réalité, il n'avait pas de vision. Et ça n'était pas un projet, le seul anti-sarkozysme. Et du coup, on a un grand ratage, une série d'échecs. Échecs sur le chômage. Je voudrais rappeler qu'il y a 1 million de plus de chômeurs, toutes catégories confondues, depuis 3 ans. Je voudrais rappeler que 1 900 000 jeunes en France se retrouvent sans emploi, ne sont ni en formation, ne sont ni à l'école, et vraisemblablement que dans les 18 mois, la dette française atteindra 100% du PIB. Et on a un François Hollande qui a raté ses 3 premières années de mandat et qui désormais va dépenser les 2 dernières années en faisant campagne. Mais qui est heureux d'être là. Je vous assure que quand on le voit, quand on le côtoie, il est assez optimiste, il est heureux, sans doute surpris, même peut-être encore, d'être à l'Élysée. Mais pour autant... Turquoise, ça marche un certain temps. Pendant les 30 Glorieuses, on pouvait dire ayez confiance. Mais là... vous savez, ça me rappelle une phrase que Camus avait eue en disant « Je crains qu'un jour la politique ne devienne qu'une machine à désespérer les Français ». Et je pense qu'avec François Hollande, la politique est devenue une machine à exaspérer les Français. Il a complètement déboussolé la France et il est comme égaré dans un monde, dans une histoire qu'il ne comprend pas, comme pris, si vous voulez, dans les phares et soumis à une actualité qui bondit, qui rebondit, mais il n'a pas pris sur le réel, tout simplement parce qu'on refuse de réformer. Aujourd'hui, il faut que les Français sachent, par exemple, que le peu de croissance que nous avons en France est uniquement dû à l'euro qui est moins cher et au contre-choc pétrolier avec aussi les taux d'intérêt qui sont bas. Vous enlevez ce qu'on appelle l'alignement des astres, il vous reste plus rien. C'est terrible. Monsieur Retailleau, on a aussi la France qui est un pays riche avec un bas de laine important des Français. Les grands-parents donnent à leurs petits-enfants, donc ça entraîne sur la consommation et de la rentrée de TVA, ce que les Grecs n'avaient pas. Heureusement, parce qu'on a un pays... D'abord, on aime la France et moi je me sens profondément patriote. On a un pays qui a des formidables atouts. D'ailleurs, vraiment, après avoir subi une ponction fiscale comme les ménages, comme les entreprises ont subi, je voudrais simplement rappeler un chiffre. Parce que il y a quelques jours, Manuel Valls, après que le président de la République ait lui-même avoué qu'il avait fait une erreur en revenant sur la fameuse TVA sociale, Emmanuel Valls a dit « mais on a fait une autre erreur, c'est le matraquage fiscal ». Simplement... Qui continue, parce qu'il n'a pas baissé pour ceux qui en payent. Absolument. Ce que je voudrais dire, absolument, vous me voyez venir, puisque l'impôt sur le revenu est passé de 50 milliards d'euros à 70 milliards. Et en même temps, ceux qui payent l'impôt, c'est de 52% des Français à 46% des Français. Donc il ne faut pas être polytechnicien pour faire le calcul. De moins en moins de Français supportent de plus en plus d'impôts. Voilà. Avez-vous conscience, monsieur Retailleau, que vous avez une responsabilité historique si vous revenez aux affaires, que les régions vont être déjà un premier test et que les Français sont dans des attentes de réformes fortes et qu'on n'a pas envie d'avoir le coup de 86, 88, 95, 97, 2002, etc. Bien sûr que nous avons une responsabilité, évidemment, dans la mesure où ces élections régionales, elles ont une dimension qui est double. Elles ont à la fois une dimension locale, territoriale, régionale. Elles ont aussi une dimension nationale. Parce que si au mois de décembre, on ne fait pas basculer les Pays de la Loire, il ne faut pas penser qu'en 2017, on aura l'alternance. C'est faux. Et ce que je veux dire aussi à vos auditeurs, ce que je voudrais exprimer de la façon la plus claire, il n'y a pas d'un côté le socialisme qui sera acceptable à Nantes, à l'hôtel de la région, et un socialisme qui serait critiquable à Paris. Ce sont les mêmes. Je parlais il y a quelques instants de la dette. Eh bien, en 11 ans, la dette pour la région des Pays de la Loire a été multipliée par 3. Nous sommes la région qui a le plus augmenté la fiscalité sur les cartes grises dans le dernier mandat.
Nos compatriotes comprennent mal cette histoire de dette parce qu'on lit des études, parfois la région est bien gérée, la région a fait un emprunt, elle l'a remboursé. Donc on est un peu perdu. La région a fait, c'est extraordinaire, cet emprunt participatif que la région a fait, c'est extraordinaire. Elle a payé très cher cet emprunt. Il y a à peu près 4 ou 5 000 Ligériens qui ont pu en bénéficier, mais c'est tous les habitants de Loire-Atlantique, de Vendée, etc., des 5 départements qui ont payé. Moi, je démontrerai que cet emprunt a coûté à la région plusieurs millions d'euros. C'était de la gabegie, tout simplement, parce que la région, c'est pas une banque. Et quand on veut faire le métier de la banque, en général, on se plante. Et là, ça a été de l'argent public mis par-dessus bord. Si nous avions emprunté au taux acceptable à l'époque, c'est des millions d'euros de moins que nous aurions dû dépenser. D'ailleurs, la région, c'est pas une banque. On a entendu la majorité actuelle à nous expliquer il y a 2 ans à peine, via Karine Berger et d'autres, qu'il fallait voter des lois pour que les banques soient vraiment des banques et fassent pas autre chose que leur métier de banquier. Vous avez bonne mémoire, effectivement. Ce que certains voudraient appliquer aux banques, ils pourraient aussi se l'appliquer à eux-mêmes, notamment pour le conseil régional, évidemment, bien sûr. Et moi, je pense que on ne relèvera pas la région, vous me parliez de responsabilité, sans un plan drastique, sans un plan d'urgence budgétaire. Quelques exemples qui sont très simples. Vous savez que la région a ouvert dans chaque département des locaux. Il y en a pour plus de 9 millions d'euros. Je souhaite vendre ces locaux si les électeurs nous font confiance et je proposerai au département de nous louer des locaux. Ces locaux, ils accueillent 6 ou 7 personnes en moyenne par jour. De grâce, il n'y a pas besoin de 10 millions d'euros pour des représentations. Quelques représentations. Voilà. Mais je mets au défi pour les auditeurs qui nous écoutent sur la Baule et à côté, de savoir aussi, à Noirmoutier aussi, où sont ces locaux-là. Moi, je préfère qu'on les vende pour qu'on puisse les utiliser autre chose. Pareil, par exemple, c'est un fonctionnaire tous les 15 jours depuis 11 ans qui a été embauché en plus. Un fonctionnaire tous les 15 jours. Là aussi, un travail que nous ferons, c'est de maîtriser la masse salariale. Je l'ai fait d'ailleurs en Vendée, c'est beaucoup plus difficile pour un département. Il y a 1 an, la Cour des comptes avait sorti un rapport en citant 3 départements qui étaient parvenus précisément à maîtriser leur masse salariale, dont notamment la Vendée. Ce que nous avons fait, il faudra le faire aussi en région. Et il y a bien d'autres chapitres, par exemple la communication. La communication, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'envoyer des plaquettes partout. Je veux dire, dans les toute subventions, la région. Et en les termes dépenses de communication. Absolument, c'est-à-dire c'est le train de vie. Et il faut réduire... pour moi, la région est très bien gérée en termes de communication. On a 0. Hein. J'imagine, sans doute parce que, voilà. Que vos éditoriaux déplaisent. En tout cas, je pense qu'il faut faire des économies sur le fonctionnement, sur le train de vie, pour qu'on puisse consacrer l'argent public à de l'investissement. Alors, Notre-Dame-des-Landes, vous êtes exprimé là-dessus. Est-ce qu'on va vivre longtemps dans cette zone de non-droit ? C'est révoltant. Moi, je pense que Notre-Dame-des-Landes est un des symboles de l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Peut-on supporter qu'au cœur du département de Loire-Atlantique, à quelques encablures d'ici, à Notre-Dame-des-Landes, on ait non pas des bitniks qui soient pacifistes, mais des gens qui sont des délinquants, qui par 2 reprises ont saccagé le centre-ville de Nantes, des gens qui ont molesté des scientifiques qui venaient étudier la biodiversité, des gens qui ont crevé les voitures de gendarmerie. Voilà, brûlé les voitures de gendarmerie. J'ai été l'autre jour, je suis allé à Sautron, j'ai tenu à aller rendre hommage à la brigade de gendarmerie qui avait été attaquée d'ailleurs il y a exactement 1 an. Je pense qu'on ne doit pas accepter des territoires perdus de la République. Ça n'est pas possible. La loi doit être celle de la majorité non violente et non pas de minorités qui sont agissantes. C'est clair pour moi. Il faut évacuer Notre-Dame-des-Landes et demain faire ce grand aéroport qui sera l'aéroport du Grand Ouest, qui devra être relié par la route. Moi, je me suis toujours battu, y compris quand j'étais président du conseil départemental de la Vendée, pour qu'il y ait des franchissements sur notamment la Loire. Il faut un système qui soit un système aussi bien aéroportuaire, relié au train, relié aussi à la route dans de bonnes conditions. Le dernier exemple c'est un cas unique dans notre histoire en France, cette histoire de zadistes qui occupent un territoire. Or, le dernier exemple, je crois que c'est la famille Grimaldi avec Monaco. On voit ce qu'ils en ont fait. Ça a été un autre exemple quand même. Ils ont bien suggéré, M. Retailleau. Je n'avais pas pensé à cet exemple, mais le problème, c'est vous savez qu'on a une population. Il faut faire un peu d'humour. Oui, absolument. Mais qui est traumatisée parce qu'il y a eu plus de 200 exactions. Et il y a eu des dizaines et des dizaines de décisions de justice. Donc, ce que je demande à l'État, simplement, c'est de faire respecter le droit sur le territoire de la République. Alors, dans votre programme, on ne va pas aller dans le but, parce que
tous les auditeurs ont le programme, vont le voir à travers la presse, etc., au fur et à mesure des prochains jours. Et un point qui m'intéresse, Bruno Retailleau, c'est la part faite à la route. Je trouve que c'est important. Vous êtes sorti finalement de la doxa, du politiquement correct anti-voiture, et vous dites, c'est vrai, nous, tous les jours, on prend notre voiture, les camions circulent, amènent des marchandises. Il ne faut pas oublier, la route, c'est essentiel. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que tout le monde habite pas des grandes villes. Tout le monde ne peut pas avoir des biclous à portée de main, des transports collectifs à portée de main. Quand on habite pas en centre-ville, eh bien pour faire les courses, pour mener les enfants à l'école, chez moi, et même pour aller à la gare, il faut prendre la voiture. Et il y a des collines chez vous, mais enfin, vous êtes sportif. Et deuxième raison, vous savez que plus de 90% du trafic terrestre de marchandises, c'est la route. Donc sans route, c'est la thrombose. Sans route, on ne peut pas développer l'emploi. Simplement, il faut qu'on ait des itinéraires régionaux, routiers, et la région réinvestira dans les routes, puisque par ailleurs, les départements le font de moins en moins, puisqu'ils sont budgétairement asphyxiés. Et c'est un des engagements que j'ai pris et que nous tiendrons. Des transversales. Des transversales, ce que j'ai appelé par exemple un schéma régional d'intérêt d'intérêt économique. Ce sera des grands axes qui seront des axes, par exemple ce qu'on appelle la route de l'agroalimentaire, qui ça relie Laval par exemple au port de Saint-Nazaire. Il y a d'autres routes en Loire-Atlantique, mais là je pense que c'est important parce que si on n'investit plus, ce sera la décroissance. Et pour moi, au bout de la décroissance, il y a l'appauvrissement de tous les Français, y compris des plus fragiles. Ah mais c'est le rêve de certains aussi. Oui, parce que vous avez, bien sûr, vous l'avez souligné d'ailleurs, en réalité, cette majorité écolo et socialiste, en 2010, les écolos avaient pris en otage Jacques Oxiette pour lui dire non, il ne faut plus investir du tout sur les routes. C'était une question doctrinale, une question, si j'ose dire, dogmatique. Tout le monde a vélo. Et puis... mais très honnêtement, quand on voit la situation de nos entreprises, elles ont besoin de nos territoires. Il y a des territoires qui se sont abandonnés complètement. Autre point sur lequel vous insistez dans votre programme, Bruno Retailleau, c'est la formation. Ça semble être aussi important. Là, ça vise aussi le Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Dans notre système éducatif, on a trop laissé de côté la formation. C'était pas assez noble. Pendant quelques générations, on rêvait d'avoir nos enfants avec des bac+2, bac+5, et on voit les résultats dans les études aujourd'hui. Ils sont tous chômeurs ou ils ont des emplois sous-qualifiés. Et celui qui a une bonne formation, lui, il a un vrai boulot à vie avec un vrai salaire. Exactement. Vous savez, il y a un échec qui est un échec collectif en France. C'est le chômage notamment des plus jeunes. Et je vois bien, moi, que depuis 7 ans, nous avons perdu en région Pays de la Loire 4000 apprentis. Tout simplement parce que la gauche a toujours considéré que l'apprentissage, c'était quelque chose comme l'exploitation des jeunes par les chefs d'entreprise. Là encore, on est sur une doctrine, un dogmatisme. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse faire de l'apprentissage la grande cause régionale. Je veux que la région des Pays de la Loire, qui, du temps d'Hervé Guichard, François Fillon, a été la première région de France, redevienne la grande région de France pour l'apprentissage. Regardez l'Allemagne. 3 fois plus de jeunes en apprentissage, 3 fois moins de jeunes au chômage. Les chiffres sont absolument clairs. C'est la même chose en Autriche, c'est la même chose en Suisse. Est-ce que vous pourrez le faire seul, hors des circuits nationaux de l'éducation nationale? Est-ce qu'une région peut le faire? Alors, sur l'apprentissage... Avec les lois sur le code du travail qui bloque, il y a plein de choses. Vous avez raison de dire que les choses sont liées. Et moi, j'espère que demain, en 2017, il y aura une alternance. Parce que c'est ce qui nous permettra, pour notre économie, pour l'apprentissage, pour notamment la formation, d'aller encore plus vite et plus loin. Simplement, ce que je ferai, moi, si nous sommes élus en décembre, c'est un engagement que j'ai pris. Dans les premières semaines, dans les tout premiers mois, les 3 premiers mois, nous ferons ce que j'ai appelé un Grenelle de l'apprentissage. On réunira les centres de formation publics et privés par l'apprentissage. On réunira les branches professionnelles. Je les ai déjà toutes contactées. Elles sont prêtes à nous suivre. Je sais que vous faites en ce moment un tour, vous rencontrez les professionnels par secteur. Tourisme, BTP. 300 réunions d'échange dans tous les sens. Et on fera en sorte qu'on puisse vraiment booster l'apprentissage avec des mesures qui seront simples. Par exemple, on généralisera la prime de 1 000 euros. Pas seulement au TPE, mais aussi au PME, parce que c'est là qu'est le réservoir. Par exemple, sur les entreprises qui vont contractualiser pour la commande publique, sur les marchés publics, eh bien, on leur demandera un plus social
notamment sur des stages et sur l'apprentissage, et on fera notamment sur les jeunes ruraux qui ont des problèmes de logement. On essaiera de lancer un réseau de familles d'accueil pour que ce logement soit moins coûteux pour ces jeunes qui fréquentent des entreprises en milieu rural ou des centres de formation d'apprentis en milieu rural. Et vous savez, monsieur Retailleau, les chefs d'entreprise ne demandent pas des primes, ils veulent qu'on leur foute la paix. On est absolument la paperasserie en moins. Ils veulent pas de après, subventions. Ils se débrouilleront tout seuls et très bien. Mais on est bien d'accord. Vous savez que je vais vous donner des exemples, mais malheureusement, il y a eu un décret qui était paru sur les machines dangereuses où les pauvres apprentis n'avaient même plus le droit de travailler, ils pouvaient même plus s'approcher d'une machine. Oui. Donc, comment voulez-vous former des jeunes si ces jeunes-là n'ont pas les moyens de toucher aux outils et de les faire fonctionner? Quand un boulanger veut prendre un jeune en formation et on lui dit que s'il a moins de 18 ans ou moins de 16 ans, il ne peut pas se lever à 5 heures du matin. Comment va-t-il apprendre la boulangerie? Il y a un vrai problème. Il y a un problème. Et il y a aussi un problème culturel. Et c'est pour ça qu'il faudra aussi beaucoup communiquer auprès des familles, auprès de l'éducation nationale, parce qu'en France, l'apprentissage, trop souvent, c'est la voie de garage. C'est finalement la voie de rattrapage quand on a tout essayé. C'est le mauvais élève qu'on met en apprentissage. Voilà. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, il faut que les jeunes sachent qu'on peut passer, bien sûr, un CAP, un BEP, un bac, etc. Mais on peut aller jusqu'au niveau ingénieur maintenant avec l'apprentissage. Et moi, ce que je veux dire aux jeunes, mais aussi à leurs familles, c'est que l'apprentissage, c'est pas la voie de garage. L'apprentissage, c'est la voie de l'excellence. Et vous le disiez tout à l'heure, pour trouver un métier, la plupart des apprentis n'ont aucun problème d'insertion à 80% et dans les 6 mois après. Et leur petite entreprise, et ça marche très bien. Et nous, on les voit dans nos provinces à nous, on voit des plombiers qui ont 3-4 salariés, et qui partent en week-end. Exactement. Même s'ils sont stressés, avec beaucoup de charges. Autre point de votre programme important, c'est la fibre optique. La communication, que pouvez-vous faire là-dessus? Appuyer presser le bouton d'orange en leur disant dépêchez-vous là. Alors il y a plusieurs. Voilà. Ce que je veux dire moi, c'est que je veux que notre région des Pays de la Loire soit connectée, qu'on ait un port qui fonctionne bien, Saint-Nazaire. Je veux qu'on ait un aéroport connecté aux airs. Je veux qu'on ait un TGV qui fonctionne beaucoup mieux. Vous voyez bien qu'on n'a jamais mis autant de temps pour aller à Paris, il n'y a jamais eu autant de retard, etc., etc. Les routes, évidemment. Et puis, il y a les autoroutes virtuelles, les grandes autoroutes de l'information. Il faut que ce territoire soit connecté. Alors, il y a ce qu'on appelle des zones où les opérateurs Orange, par exemple, c'est le cas pour l'agglo de ici, la Gaule, oui, sur le Cap Atlantique ou sur la Carène à Saint-Nazaire. Il y a un marché, il est rentable, donc voilà, très bien, l'opérateur doit s'engager dans les temps à fibrer. Et puis, il y a tout le reste du territoire où là, les opérateurs nous disent, écoutez, c'est pas rentable, il faut que les collectivités, il faut que la région fasse encore plus aux côtés notamment des départements, aux côtés des intercommunalités. Là encore, ça doit être une grande cause régionale. Il faut un territoire fibré. Alors, il y a la fibre, mais il n'y a pas seulement la fibre. Parce que je pense que dans un certain nombre de territoires un peu plus ruraux, il y aura un jour la fibre, mais avant, il faut ce qu'on appelle la montée en débit. C'est-à-dire que là, vous avez simplement DSL pour accélérer le débit. 1 ou 2 mégabits, ben vous pouvez multiplier par 5 ou même par 10 ou le débit. Et franchement, quand on a à partir de 10, 20 ou 30 mégabits, c'est très propre. Et ça vous permet d'attendre plusieurs années ensuite la fibre. Mais je ne comprends pas pourquoi Bruno Retailleau, lorsque Giscard a mis en place le plan téléphone et qu'il a voulu que chaque village de France, y compris dans le village au fond d'une montagne la plus paumée, ait le téléphone, on a réussi à équiper toute la France avec le fil de cuivre. Vous avez raison. Alors je vais vous dire, moi j'ai toujours considéré que l'État avait fait une faute majeure. Quelle est cette faute? L'État à la fois a dit que le numérique, la fibre optique, c'était une grande cause nationale, et en réalité, il a laissé les territoires se débrouiller seuls, se débrouiller face aux opérateurs qui sont puissants, se débrouiller face à une technologie qui est compliquée à appréhender. Il aurait fallu, et moi je pense que chacun pouvait payer, que ce soit commune, communauté de communes, département, région, c'est pas le problème. Mais il aurait fallu que l'État, s'appuyant sur quelques ingénieurs, comme il l'a fait jadis sur la voie ferrée, comme il l'a fait sur le plan routier, comme il l'a fait, vous avez raison de le dire, sur le plan téléphone, sur le plan Minitel, il aurait fallu que l'État ait, si j'ose dire, cette volonté de mener à bien ce grand chantier national. Il ne l'a pas fait, il a laissé les régions, les départements, chaque territoire se débrouiller, et du coup on a une mosaïque, on a une forme de balkanisation du réseau, et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Bon, peu importe, il faut le rattraper désormais, et un de mes engagements, c'est vraiment de m'investir beaucoup sur le numérique. Puis vous entendez les fournisseurs d'accès maintenant dire qu'on leur augmente la taxe sur les fournisseurs d'accès pour payer la redevance, et ils disent maintenant, puisqu'on va nous prendre quelques euros par
abonnements, bien sûr. eh ben, il y a quelques trous dans des villes moyennes, on va pas aller les faire. Vous voyez, je me suis toujours opposé à cette fameuse taxe qu'on a appelée Copé. Au départ, c'était 0,9%, maintenant c'est 1,2%. Comme Ça le n'a pas, CSG, ça monte. ça n'a pas de sens pour financer en plus le service public de télévision. Ça n'a aucun sens. Alors Bruno Retailleau, je sais que votre temps est précieux. On va terminer là-dessus. Je vais vous poser une question très ouverte. Quel message avez-vous envie de nous faire passer? Peut-être un point sur des thèmes que j'ai abordés, que je n'aurais pas abordés et qui vous semblent être importants. Non, je veux dire que les régionales, pour les gens, c'est souvent très lointain. Parce que la région, notamment notre région des Pays de la Loire, qui a été incarnée par des grands hommes, je pense notamment à Olivier Guichard, auquel je voudrais vraiment rendre hommage, mais ce sont des bouts de Bretagne, des bouts du Maine, des bouts de l'Anjou, Poitou-Charentes, la Vendée et Basse-Poitevine. Donc les Pays de la Loire, c'est une identité. Vont dire, c'est pas un bout de Bretagne, c'est une partie de la Bretagne, diront certains. Je le sais. Ne rentrez pas dans ce débat. Mais j'ai beaucoup de respect. Mais notre identité, si vous voulez, ça n'est pas une identité d'appartenance. Je pense par contre que c'est une identité de destin tournée vers le futur. Et je veux que les uns et les autres se sentent concernés. Le 6 et le 13 décembre, je sais parfaitement que les uns et les autres, on aura plutôt la tête dans les fêtes de Noël, les cadeaux de Noël. Et vous savez, c'est incompréhensible que le gouvernement ait choisi ces deux dates, puisqu'il y a la COP21, et sans doute que le président de la République a pensé qu'il y aurait une plus grande facilité pour que les listes écolo et PS puissent fusionner. Peu importe, les deux dates sont mal choisies, il faut se mobiliser. Il y a un vrai enjeu, un enjeu pour l'économie régionale, et moi je veux, à travers l'apprentissage, à travers nos PME, à travers tous les secteurs, je pense à l'agriculture, mais pas seulement, l'industrie aussi, je veux que la région puisse reconquérir les places que nous avons perdues, et je veux dire aux uns et aux autres qu'il faut se mobiliser. Il doit y avoir cette reconquête territoriale pour les régionales au mois de décembre, et cette reconquête, elle prépare l'autre reconquête qui sera plus importante, ce sera l'alternance en 2017. Nous n'aurons jamais l'une sans l'autre. Vous venez de me dire quelque chose de très important, Bruno Retailleau, que j'ai noté. Vous reconnaissez finalement que dans cette région des Pays de la Loire où les identités sont très différentes, eh bien nous devons coexister et travailler ensemble pour le destin commun, la croissance économique, mais vous avez aussi reconnu que, évidemment, la Sarthe et le drapeau breton ici, eh bien, c'est comme une sorte de petite république avec des identités différentes. C'est une mosaïque. Vous savez, il ne faut pas gommer cette mosaïque. Alors, moi qui suis profondément attaché aux identités locales, je suis vendéen, je ne l'oublie pas, mais je me sens aussi de ma région. Ce que je veux dire, c'est que l'identité, c'est un moteur de développement. La région des Pays de la Loire, c'est la seule région française qui s'écrive au pluriel. Et mon projet, ça ne sera pas d'imposer une forme d'identité ligérienne que personne ne connaît, mais au contraire, de valoriser chaque identité. Et je crois, Michelet avait dit un jour de la France, ce sont des provinces qui un jour se sont combattues, mais qui ont fini par s'aimer. Ce que j'aimerais aussi, c'est que, et je crois que c'est largement le cas, que la région des Pays de la Loire, ce soit en même temps des départements, des identités. C'est la Vendée, c'est la Bretagne Sud, c'est la Mayenne, c'est la Sarthe. Exactement. Et chacun doit cultiver sa spécificité. Chacun apporte sa note à la grande identité, à la belle identité régionale. Dernière question, il y a eu des abonnements de prix à Charlie Hebdo là, au début de l'année dernière pour plusieurs années, paraît-il, à la région des Pays de la Loire. Est-ce que vous allez en faire? Vous allez changer les noms destinataires? Vous allez les envoyer au conseil régional sortant? Charlie Hebdo, c'est pas mon truc. Ouais. Évidemment, comme j'étais à la manifestation, je suis comme des millions de Français. Non, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. J'ai protesté contre la barbarie, cet acte de barbarie qui a eu lieu en France. Je me suis senti blessé par ces attentats en tant que Français. Mais pour autant, non, je n'ai pas fait de « Je suis Charlie » mon slogan, évidemment. Merci encore Bruno Retailleau d'être venu à la Baule. Vous connaissez un peu? Ah là, oui, vous préférez les Sables d'Olonne et tout ça? Non, j'y viens. J'y ai des amis, j'y viens très très régulièrement. Écoutez, on est sur une des plus belles baies du monde. Voilà. Donc je suis fier que la région, et je crois que cet atout-là, et c'est une pépite pour notre région des Pays de la Loire. Merci Bruno Retailleau, vous Merci êtes président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat évidemment à la présidence de la région. Merci à vous.